Dans cette capsule, on va approfondir l'exemple qu'on a vu à la toute fin de la capsule précédente. C'est-à-dire qu'on avait vu que si on appliquait l'opération D 2 fois sur une fonction scalaire, on obtenait 0. Alors, on va approfondir puis étudier cette propriété-là plus en détail. Alors, comme je disais dans l'introduction, on a vu à la fin de la capsule précédente que si je prends une fonction scalaire f qui est de classe C2, donc on peut aussi considérer comme étant une zéroforme, et puis si j'applique D 2 fois, donc si j'applique la dérivée extérieure 2 fois à cette zéroforme-là, j'obtiens identiquement 0. Et puis donc ça, c'était une conséquence de l'égalité des dérivées partielles mixtes qu'on a vu dans le théorème de Clairaut-Schwartz. Alors, dans cette capsule ici, je veux vous montrer que c'est pas juste un accident, ceci, c'est une propriété générale, que quand on applique la dérivée extérieure 2 fois à n'importe laquelle forme, on obtient toujours 0, pourvu que les coefficients sont de classe C2 et donc le théorème de Clairaut-Schwartz s'applique. Donc, on va l'illustrer avec une forme sur R3. Donc, on va supposer que les coefficients sont de classe C2 et on va montrer que quand j'applique 2 fois la dérivée extérieure, j'obtiens 0. Alors ici, je vous demanderai d'aller revoir à la capsule 64, on avait développé c'est quoi la formule pour d oméga. Quand oméga est une forme sur R3, on avait arrivé à cette formule ici. Donc ça, je vous demande d'aller la revoir à nouveau à la capsule 64. Donc on va partir de ça et puis on va appliquer D une deuxième fois. Donc on va appliquer D à ceci. Maintenant, une autre formule qu'on a vue à la capsule 64, c'est que quand on a une deux formes, donc ceci, d oméga, c'est une deux forme, si j'appelle les coefficients ici B1, B2 et B3, on avait vu comment calculer la dérivée extérieure d'une deux forme à partir des coefficients B1, B2 et B3. Donc là aussi, je vais tout simplement utiliser la formule qu'on a déjà développée afin de conclure que c'est la dérivée par rapport à x de B1, donc de D1 à 3 dy moins D1 dz, plus la dérivée par rapport à y de B2, dA1 dz moins dA3 dx, plus la dérivée par rapport à z de B3. Donc dA2 dx moins dA1 dy. Et puis dx, dy, dz. OK? Alors, on remarque donc qu'il faudra qu'on calcule des dérivées partielles d'ordre 2. On applique une dérivée partielle d'ordre 1 à des termes qui sont déjà des dérivées partielles d'ordre 1. Donc, on va obtenir des dérivées partielles d'ordre 2. Et donc, je les écris de la manière suivante. J'ai donc d2 à 3 dx dy moins d2 à 2 dx dz plus d2 à 1 dy dz moins d2 à 3 dy dx plus d2 à 2 dz dx moins d2 à 1 dz dy qui multiplie dx produit dy produit dz. Donc on va regarder les termes qui apparaissent ici. Et on va constater, par exemple, ici, j'ai d2 à 3 dx dy moins d2 à 3 dy dx. Donc, par le théorème de Clairaut-Schwartz, ces deux choses-là sont égales, alors ça se cancelle. J'ai ici d2 à 1 dy dz moins d2 à 1 dz dy, même chose, ça se cancelle.
Puis en fait, ici, j'ai D2A2, oups, j'ai D2A2 dz dx moins D2A2 dx dz. Encore une fois, Clairaut-Schwartz, ça s'annule. Donc, effectivement, j'obtiens 0. Et puis, on pourrait montrer, donc, pour n'importe quelle autre sorte de coforme, si j'applique D deux fois, si les coefficients sont de classe C2, le théorème de Clairaut-Schwartz va essentiellement faire de telle sorte que tous les termes s'annulent, puis on obtient 0. Donc, ça, c'est un théorème. Donc, j'en donne pas la preuve générale. On l'a illustré le théorème, si on veut, avec quelques cas particuliers. Mais la démonstration générale, là, c'est juste, elle est encombrante à écrire, mais tout simplement, on utilise le théorème de Clairaut-Schwartz. Alors, dit que, non, c'est pas 6.11, je me suis trompé dans la nomenclature, 6.19, pardon. 6.19. Si oméga est une coforme avec coefficient de classe C2, alors, quand j'applique D deux fois à oméga, j'obtiens 0. Donc ça, c'est un théorème, si on veut, là, par rapport à l'opération de dérivation extérieure sur des coformes. J'applique D deux fois, ça me donne toujours 0. Ça me mène à poser une définition. Donc, définition 6.20. Donc, soit oméga, une coforme avec coefficient de classe C2. Donc, première définition, on dit que oméga est exact s'il existe une K-1 forme alpha de telle sorte que oméga est égal à la dérivée extérieure de alpha. Donc, le concept de exact, c'est pas la première fois qu'on le voit. Quand on a commencé par voir les une forme, on a porté un peu d'attention sur les une forme exactes, c'est-à-dire des une formes qui sont des différentiels de fonctions scalaires. Hein, ben, une fonction scalaire, c'est une zéro forme. Donc, une forme est exacte si elle est la dérivée extérieure d'une zéro forme. C'est la même chose que dire une forme est exacte si elle est la différentielle d'une fonction scalaire. Donc, on étend juste cette définition-là de exact à une coforme en général. Hein, donc, oméga est une coforme exacte s'il existe une K moins une forme alpha telle que oméga égale D alpha. Deuxième, qui est en lien avec le théorème qu'on va voir, donc on dit que oméga est une forme fermée. Donc, ça n'a rien à voir avec le terme fermé qu'on a vu quand on parlait d'ensemble ouvert et fermé. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. C'est un peu déplorable que les mathématiciens ont un manque d'imagination par rapport à la terminologie. Ça peut porter à confusion, surtout quand on voit les mêmes termes utilisés dans différents contextes le même semestre dans le même cours. Mais écoutez, moi, j'y peux rien, c'est la terminologie. Donc, d'habitude, le contexte est assez clair pour indiquer de quel concept il s'agit. Donc, on dit que la forme oméga est fermée si, quand je calcule sa dérivée extérieure, j'obtiens 0. OK? Alors, le théorème qu'on vient de voir, donc par le théorème 6.11, si oméga est exact, cela implique que oméga est fermé. Hein, parce que quand je vais calculer d oméga, ben, je vais calculer d2
de alpha. Puis D2, c'est 0, selon le théorème 6.11. OK? Donc, juste un commentaire. Vérifier qu'une forme est exacte, en fait, c'est assez difficile parce que je dois être en mesure de trouver le alpha. OK? Si je vous donne une forme puis je vous demande est-ce qu'elle est exacte, mais pour répondre à cette question-là, vous devez être en mesure de trouver le alpha qui fait de telle sorte que ceci c'est vrai. Tandis que vérifier qu'une forme est fermée, c'est assez facile. Je calcule sa dérivée extérieure, je sais comment faire ça, et je regarde, est-ce que j'obtiens identiquement 0? Si oui, elle est fermée. Alors, ça serait utile de pouvoir aller dans l'autre direction. Hein? Donc, si on pouvait aller dans l'autre direction, ça nous donnerait un test d'exactitude. Si je vous donne une forme et vous voulez savoir si elle est exacte, en supposant que la flèche va dans l'autre direction ici, vous pourriez tout simplement calculer la dérivée extérieure de la forme, et si c'est 0, là, vous savez qu'il existe un alpha tel que ceci, c'est vrai. Et puis là, vous pouvez vous mettre à chercher le alpha. Donc, en fait, dans certains cas, je vais vous montrer ici là, comment ça peut fonctionner. Exemple 6.21. Si je prends oméga égale à 3x carré dx plus 2y dy plus z dz. Donc, si je calcule d oméga, j'obtiens essentiellement 0 ici, parce que je vais calculer quoi? Je vais calculer la différentielle de 3x carré, produit avec dx, plus la différentielle de 2y, produit avec dy, plus la différentielle de z, produit avec dz. Et puis, donc, à chaque fois ici, quand je développe la différentielle, la dérivée par rapport à x, c'est 6x. Donc, je vais avoir ici 6x dx, produit avec dx, plus 2dy, produit avec dy, plus 1 dz, produit avec dz. Donc, dans chacun des cas, vous avez dx produit dx, dy produit dy, dz produit dz. Donc, ça donne 0. Alors, oméga est fermé. Et ça veut donc dire ça, donc, il existe une fonction scalaire f qui va de R3 dans R, tel que, ben, ça ne veut pas dire, si le théorème était vrai, ok, ça voudrait dire, donc, est-ce qu'il existe f qui va de R3 dans R tel que oméga égale à df. Dans ce cas ici, en fait, on peut la deviner, le f. Donc, la réponse ici, c'est oui. Je tiens qu'à prendre f de x, y, z égale à x cube plus y carré plus z carré sur 2. Quand vous calculez sa différentielle de cette fonction ici, vous obtenez oméga. Donc, au moins, dans cet exemple ici, ça suggère que la flèche peut aller de l'autre côté dans certains cas. Donc, le théorème qui dit que c'est vrai dans une certaine mesure de généralité, c'est ce qu'on appelle le lemme de Poincaré. Donc, ça va être le théorème 6.22. Donc, lemme de Poincaré. Et qui dit la chose suivante. Si j'ai x0, un point dans Rn, R positif, et que je pose U comme étant la boule de rayon R centrée sur x0 dans Rn. Ça pourrait être Rn au complet, ceci, ok? Donc, le U, là, il pourrait être Rn au complet. Soit oméga, une coforme
sur Rn avec coefficient de classe C2. Alors, pardon, de classe C2, alors, oméga est exact sur U si et seulement si oméga est fermé. Sur U. OK? Donc ça, c'est en fait, c'est un lemme qui nous permet de calculer la dérivée extérieure d'une forme, et puis, si le résultat c'est 0, de pouvoir en tirer la conclusion que la forme est exacte, qu'il existe, si on veut, là, une primitive alpha. Okay? Alors, à ce moment-là, on peut commencer à chercher, comme on a déjà fait quand on regardait des différentiels, hein, donc une forme exacte, on cherchait le potentiel. Donc, on peut établir des systèmes d'équations qu'on peut intégrer et puis arriver à la solution. On en fera des exemples comme ça en DGD. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est ce théorème ici qui essentiellement donne une équivalence entre des formes exactes et des formes fermées. Donc, un des résultats les plus importants en calcul multivariable. Donc, faisons un exemple d'application. 6.23. Je vais prendre une forme oméga égale 2xy à la x au carré plus z dx plus à la x carré plus z dy plus y à la x carré plus z dz. Donc ça, c'est une forme sur R3. Et puis, je vais vous donner la courbe C qui est le cercle x carré plus y carré égale à 4. Et z égale 3. Donc, c'est un cercle de rayon 2 centré sur l'axe des z. Et puis, à la hauteur, z égale à 3. Donc, si je le dessine ici, là, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et puis, je vous demande de calculer l'intégrale sur C de la forme oméga. Alors, quand on regarde ce problème-là, bon, on constate d'abord et avant tout que les coefficients que j'ai ici, bon, ne sont pas extrêmement compliqués, mais je pourrais facilement vous convaincre que si j'avais à paramétriser la courbe et puis calculer l'intégrale curviligne là, de manière directe avec la première formule qu'on a vue, ça pourrait probablement mener à des calculs assez compliqués. Alors ici, je constate que je suis en train de intégrer sur une courbe fermée, un cercle. Alors, si je pouvais savoir que la forme oméga est exacte, okay? Donc elle est la différentielle d'une fonction scalaire, je pourrais immédiatement utiliser le théorème fondamental puis dire qu'il faut que cette intégrale ici soit 0. Okay? Donc, je répète ici, là, étant donné que je suis en train d'intégrer sur un circuit fermé, puis je sais que quand j'intègre une forme exacte sur un circuit fermé, j'obtiens 0, ça pourrait être intéressant d'essayer d'investiguer est-ce que cette forme ici est exacte. Elle n'est pas écrite directement comme étant la différentielle d'une fonction, mais ça n'empêche pas que peut-être qu'elle l'est. Okay? Alors, le lemme de Poincaré nous donne une manière de tester ceci. On va regarder si elle est fermée. On va calculer sa dérivée extérieure. Et puis, si la dérivée extérieure est égale à 0, on pourra en conclure qu'elle est exacte, donc elle est la différentielle d'une fonction scalaire, et ainsi que cette intégrale ici doit être égale à 0 par le théorème fondamental pour l'intégrale curviligne. Hein, le point initial et le point final sont le même. Donc, j'espère que vous suivez mon raisonnement. Donc, ça vaut la peine de
de faire le calcul, de passer quelques instants à faire le calcul. On remarque que, donc ici, si je regarde encore une fois les coefficients, puis je vais les numéroter, là, A1, A2 et A3. Donc, je remarque que quand je calcule d oméga, je vais encore une fois utiliser la formule qui vient de la capsule 64 qu'on avait vue tout à l'heure. Donc, je vais utiliser ça. Donc, d oméga égale à, bon, dA3 sur dy moins dA2 sur dz, dy produit dz, plus dA1 dz, moins dA3 dx, dz produit dx, plus dA2 dx moins dA1 dy, dx produit dy. Alors, on fait ces calculs-là ici. Je prends A3, je le dérive par rapport à y. Je prends A2, je le dérive par rapport à z. Alors, si je fais ces calculs-là, je vais avoir 0 ici, je vais avoir 0 ici, puis je vais avoir 0 ici. Donc, je vous demande de vérifier. Faites les calculs explicitement pour A1 égale ceci, A2 égale ça et A3 égale ça. Et puis, constatez que dans les trois cas, vous obtenez que les choses se cancellent, puis vous avez 0. Ça veut donc dire, égal, exercice, 0. Alors, j'en conclus que oméga est fermé. La définition de fermé, c'est que la dérivée extérieure de oméga égale à 0. Et par le lemme de Poincaré, c'est clair que les coefficients sont de classe C2 ici. Le lemme de Poincaré, oméga est exact. C'est-à-dire, il existe une fonction scalaire f de x, y, z telle que oméga égale à df. Puis pour cette question en particulier ici, je n'ai même pas besoin de la calculer, cette fonction scalaire-là. Suffit que j'ai montré qu'elle existe pour en fait conclure que par le théorème fondamental, j'ai que l'intégrale curviligne sur C de oméga, c'est donc l'intégrale curviligne sur C de df, c'est f au point final moins f au point initial de la courbe. Donc, qui va être 0 car C est fermé. Le point initial égale au point final. OK? Donc, je n'ai pas eu besoin de paramétriser la courbe et puis d'utiliser la première formule qu'on a vue pour l'intégrale curviligne. Il y a une économie incroyable en temps ici, en calcul, en ayant réfléchi de manière là, un peu plus sophistiquée. Alors, encore une fois, je ferai des exemples semblables à ça au DGD, mais voilà ce qu'il y en est pour des formes exactes et des formes fermées.